Alors, Oui, ma chère Barbara, dites-moi tout. Qui êtes-vous? Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser au transgénérationnel? Que s'est-il passé dans votre vie? Expliquez-moi un peu votre parcours. d'accord. Alors, comment je me suis intéressée au transgénérationnel? Il y a deux axes. Le premier, c'est que je me prénomme Barbara et que, enfant, j'interrogeais mes parents, ma mère surtout, Hmm. c'était pourquoi je m'appelle Barbara. C'est-à-dire que je pensais que ça avait un sens. Je ne savais pas lequel, évidemment. Et maman me répondait, c'est le poème de Prévert, tu t'appelles Barbara à cause du poème de Prévert. Bon, très bien. Il y a beaucoup de gens qui portent le nom, soit d'un acteur, soit de quelqu'un qui a un rôle, soit d'un héros de livre ou de film. C'est vrai. Bon, d'accord, très bien. L'autre axe qui m'a fait rentrer dans la psychogénéalogie, c'est ma rencontre avec Anne Ancelin-Schützenberger, avec laquelle j'ai travaillé 9 ans. Donc Anne, Anne Ancelin-Schützenberger est l'une des personnes qui a introduit la psychogénéalogie en France, et qui est donc l'auteur de Aïe mes aïeux, qui a été un Ah oui. best-seller. Hein. Et donc Anne animait des groupes de psychodrame, et j'ai commencé par faire du psychodrame, et naturellement avec elle, forcément, on rentre dans la psychogénéalogie. Donc Alors, voilà, à partir de là, j'ai commencé à travailler sur mon histoire familiale et et de manière psychogénéalogique, c'est-à-dire en, la question de la psychogénéalogie, c'est d'essayer de comprendre comment des événements ou des personnes de mon arbre généalogique, ou plus largement de l'histoire de ma famille, ont, ont un effet sur mes propres comportements ou difficultés, ou au contraire compétences. Voilà. alors, vous avez cité le terme psychodrame. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est un psychodrame? Alors le psychodrame, c'est une technique de travail en groupe particulière, au cours de laquelle on, donc c'est un travail de psychothérapeutique de groupe. Hmm. Chacun des participants, s'il le souhaite, expose un souci qu'il a, un problème, une difficulté, et l'animateur du groupe de psychodrame lui propose de mettre en scène cette difficulté en prenant dans le groupe des gens qui vont incarner les personnages Ah, qui ont été présents au moment de la scène en question. Voilà. Et une des choses fondamentales du psychodrame, c'est l'échange du jeu de rôle, c'est-à-dire d'abord, par exemple, je vais parler pour moi, voilà, et puis ensuite, quelqu'un va prendre mon rôle et moi, je vais prendre le rôle, mettons, de mon père, de ma mère, pour mieux comprendre ce que lui, de son point de vue, ressentait. Ce qui est très important dans le psychodrame, c'est à la fois l'expression des émotions ressenties et la compréhension. hmm. Donc en réalité, on se met à la place de l'autre pour en Oui, fait se rendre compte de ce qui lui arrive vraiment à l'intérieur. voilà. Et ce qui permet de comprendre pourquoi il a eu cette attitude par rapport à moi, et donc finalement d'apaiser tout le monde. Ça, c'est pas mal, ça devrait. Je pensais à ça là, Oui. justement par rapport au harcèlement scolaire, par exemple. Uh-huh. Je me disais que ça pouvait être très utile de Ah mettre oui, en place un psychodrame, justement avec les personnes qui sont harceleurs et qu'elles se mettent à la place de la victime pour se rendre compte, parce que des fois, souvent, elles se rendent pas compte à quel point elles peuvent être dangereuses. Hein. Elles se disent ah ben non, c'est absolument. rien, Oui, oui, on jouait, mais en fait, le jeu est allé trop loin. oui, oui. D'accord, Barbara, merci à vous. Et donc, à la psychogénéalogie, vous vous y êtes intéressé au départ par vous-même et pour vous-même, donc pour votre Ah mais famille. complètement, Mhm. complètement, oui. C'était pas pour les autres, oui. C'était compliqué
mes parents n'étaient pas un exemple de couple très, comment dire, très amical, c'était Mm. très compliqué dans ma famille. Mon père était plutôt violent. Et Mm. donc, voilà. Mais en même temps, c'est aussi mon père qui m'a mise dans la généalogie. C'est-à-dire que pour lui, c'était important de nous parler un peu de son père, mais surtout de son grand-père et de la lignée de la famille Couvert. C'était, voilà. Donc moi, je ne sais pas pourquoi, puisque j'ai 3 sœurs et en fait, je suis la seule à m'être intéressée à ça. Mais en tout cas, moi, il m'a mise dans la lignée et ça m'a intéressée, quoi. Je me suis sentie concernée, Mm. interrogée, questionnante, mais concernée. Mm, mm. Oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'il y a un enfant, enfin, tous les enfants ont été éduqués de la même manière, mais ça ne leur permet pas forcément de vivre la même chose exactement. Oui, mais aussi parce que d'abord, chacun d'entre nous, nous sommes différents, même quand on est frères et sœurs. Et Mm. ensuite, les parents n'ont pas le même comportement, n'ont pas les mêmes attentes vis-à-vis de leurs différents enfants. Un exemple que je donne pour ça, c'est quand je suis l'aîné. Quand j'ai eu 20 ans, mon père m'a emmené dans les Ardennes euh, à visiter les champs de bataille, Sedan, la banlieue de Sedan, qui est sa région d'origine. Mm. Bon, donc on a passé une petite semaine à visiter les champs de bataille. Je peux vous dire, cette région, c'est un cimetière militaire depuis 1870 jusqu'à 1945. Et tout est emmêlé. Enfin bon, voilà. Donc moi, je fais ça avec mon père. L'année suivante, ma sœur Claude a 20 ans. Mon père l'a emmené à Monaco au casino. Et D'accord. voilà. Donc vous voyez, voilà, Ah, c'est pas pourquoi le un même enfant, traitement, hein. Alain, voilà. Et bien alors, on va aller sur votre sujet, alors la psychogénéalogie. Et oui, Ah, ah, la psychogénéalogie, c'est très en rapport avec la mémoire. oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la mémoire d'un individu? Alors, oui, enfin, un peu, On va essayer. un peu. C'est quand même, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de vraiment miraculeux. Alors, pour utiliser d'autres mots, si on définit la mémoire, c'est d'abord une capacité que nous avons à enregistrer des événements ou des faits. Quand on apprend quelque chose, c'est pas un événement, c'est des mots, euh, des concepts. C'est donc la capacité, dans un premier temps, à les enregistrer et dans un second temps, à les, les, les ressortir, en tout cas à s'en souvenir. Hmm. Hein. Moi, quand je dis que c'est quelque chose d'extraordinaire, la mémoire, c'est que la mémoire, c'est quelque chose de totalement impalpable. Vous vous souvenez de quelque chose, c'est nulle part. Mais cette chose impalpable, elle naît de notre physiologie, de l'organisation de notre corps et notamment de notre cerveau, avec les différentes glandes, la circulation de l'information entre voilà, les parties de notre cerveau, l'hypothalamus, l'hippocampe, l'hypophyse, enfin, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la mémoire, c'est c'est quelque chose de complètement physiologique qui produit de l'impalpable. Hmm. C'est comme la pensée. Et moi, je n'arrête pas de m'émerveiller de cette chose étrange, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a le stock, il y a le truc qui est fait pour capter l'info, mais Oui, au fond, l'info, personne ne l'a, à part nous. Vous voyez. oui, Et oui, on ne peut pas forcément transmettre l'info telle qu'on l'a. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va utiliser peut-être un langage oui, oui, ou de la com pour réussir à transmettre, pour réussir à transformer en fait l'information qu'on a et pour la rendre en fait audible ou pour pouvoir l'envoyer à une autre personne. voilà. Mais en soi, c'est impalpable, ouais, c'est vrai. J'avais jamais vu cet aspect-là. Et justement, par rapport à la mémoire, donc vous parlez d'une interaction donc Oui, entre la mémoire et les émotions. oui.
Alors, comment est-ce que ça se passe, ça? Alors, mais ce qui est, oui, c'est tout à fait essentiel et c'est tout à fait essentiel dans le travail que j'ai fait, c'est-à-dire essayer de comprendre comment il est possible qu'on incarne, qu'on naisse à des dates particulières, qu'on incarne, éventuellement je raconterai l'histoire de mon prénom tout à l'heure, mais ma question, elle est là. Et donc, la mémoire et les émotions, euh, d'abord, je crois, alors, je suis pas une spécialiste de la mémoire, hein. Oui. Il y a des gens qui ont beaucoup travaillé sur la mémoire et ce qu'ils disent, en fait, c'est que déjà, forcément, on se souvient d'événements qui ont un sens pour nous et ou qui nous apportent de l'émotion. Un événement qui est neutre, il n'y a pas vraiment de raison qu'on s'en souvienne. Mm. Euh, on se souvient plutôt d'événements agréables parce qu'on a une appétence pour ce qui est agréable. Et on a tendance, alors, soit à ne pas se souvenir, soit à refouler, c'est pas le même processus, des événements désagréables. Ça va même plus loin, et qui est que lorsqu'on subit un traumatisme, d'une certaine manière, il y a un traumatisme produit un effet dans notre corps, dans les relations entre les glandes dont on a parlé tout à l'heure, qui enregistrent les événements, qui les travaillent, qui les gardent, qui les transforment éventuellement. Et quand on subit un traumatisme, il y a comme une sorte de court-circuit. Et on, c'est ce qu'on voit avec les traumatismes de guerre, c'est ce qu'on voit avec les enfants victimes de différents abus. C'est pour certains, il y a carrément l'oubli de ce qui leur est arrivé. Tellement l'émotion a été forte, tellement ils ont été sidérés, violentés dans leur mental, si on peut dire. Hein. Voilà. Mais ce qui est extraordinaire, et c'est important pour la suite, ce qui est extraordinaire, c'est que s'il vous arrive un événement qui vous sidère, qui est tellement fort qu'il vous sidère, vous pouvez l'oublier. Mais votre corps, pendant ce temps, il a enregistré tout l'environnement. C'est-à-dire, il a enregistré qu'il faisait beau, qu'il pleuvait, qu'il y avait de l'orage, que le pull de votre agresseur était rouge, qu'il y avait telle musique, que je ne sais pas, on était un lundi ou que c'était un peu avant le 14 juillet, ou je ne sais pas. Et ça, c'est comme si ça imprégnait. Et puis voilà, vous vivez plus ou moins bien. Et un jour, il y a quelqu'un devant vous qui a un pull rouge, et puis c'est un jour d'orage, et puis c'est la musique de je ne sais pas quelle musique. Et là, il y a une concordance de stimuli qui étaient ceux présents au moment où vous avez subi ce traumatisme. Et là, entre guillemets, vous pétez les plombs. Parce qu'il y a comme un retour de mise en situation sans que la personne ne sache vraiment ce qui lui arrive. C'est comme si elle était électrocutée en quelque sorte, je ne sais pas comment dire. Hein. Voilà, c'est ce qui. Et quelquefois, dans ce genre de situation, les gens peuvent comment dire, se ressouvenir du traumatisme qu'ils ont subi ou pas. Mais oui. Du coup, c'est là où, en fait, où la relation entre l'émotion et la mémoire, elle dysfonctionne. Oui, oui. Ben, je sais pas si ça dysfonctionne. Ce que dit quelqu'un qui a vraiment fait un énorme travail sur le traumatisme, c'est une psychiatre qui s'appelle Muriel Salmona. Et Muriel Salmona, elle dit qu'en fait, cette espèce de disjonction de la mémoire et des émotions et d'oubli de la situation, c'est ce qui sauve en fait. Parce que sinon, le choc serait tellement violent qu'on pourrait en mourir.
Donc, c'est pas ce que je veux dire par là, c'est pas forcément un dysfonctionnement. C'est une sorte de protection. Je coupe le circuit parce que sinon je vais être électrocuté. Bah, c'est insupportable. Voilà, voilà. Et du coup, mais ce serait, après, on ne sait pas, hein, mais je me demande aujourd'hui, ce serait Oui. quel genre de mort si on avait un cerveau qui ne faisait pas ce travail-là? Ah, mais Quel genre de je ne mort? peux pas vous répondre. Ouais, ouais, bien sûr, mais non, mais du coup, ça sera intéressant. Maintenant, Je ne sais pas. je vais Je ne devoir sais pas. trouver Muriel Salmona. Mais quel genre de mort? Je pense que ça peut être un arrêt cardiaque, ça peut être. Oui, Vous voyez? oui, ça pourrait être une mort physique. Ah ben oui, bien Hmm. sûr. Une réelle mort physique, oui. C'est pas la mort du cerveau. Ouais, Que la mort du cerveau, c'est sans doute aussi une certaine mort physique, mais non, une vraie mort. une vraie mort. Une vraie mort, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler du principe de somatisation? La somatisation, c'est le fait que notre corps exprime une souffrance psychique. Ah, ok. Donc, en fait, c'est tomber malade, mais en fait, c'est une maladie qui est due à un mal-être psychique. Voilà. Un mal-être ou une souffrance. Pour moi, c'est pas exactement la même chose. Enfin, c'est difficile, mais oui. J'aime mieux le mot souffrance. D'accord. Parce que mal-être, on dit, ça peut renvoyer à il va mal. Il n'est pas équilibré, je sais pas quoi. Alors que souffrance, c'est vraiment autre chose. Hmm. Est-ce que vous avez un exemple, par exemple, de somatisation qu'on puisse. Oui, oui, oui. J'ai peur, j'ai le cœur qui bat. Ouais, Là, c'est un exemple ouais, bien sûr. extraordinairement direct. Ouais. Mais la somatisation, en fait, c'est le fait que cela s'installe. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai peur, j'ai le cœur qui bat, bon, très bien. Mais il se peut que, je ne sais pas pourquoi, cette peur était tellement intense, et puis peut-être qu'en même temps, j'ai une fragilité cardiaque, Hmm. ben, il se peut que, ou bien cette peur se reproduit souvent, ben, il se peut que je devienne sujet à, un, comment dire, à de l'arythmie cardiaque. Mhm. Vous voyez? Voilà. Alors, toutes les maladies ne sont pas le résultat de souffrances psychiques, mais beaucoup, enfin, si on regarde de près, beaucoup de maladies peuvent l'être. Il y a un certain nombre de personnes, aussi bien de médecins que de personnes qui ont eu des cancers, qui racontent comment, enfin, le lien qu'ils font entre les souffrances de leur vie et le cancer, le développement de leur cancer, Mhm. l'apparition de leur cancer, par exemple. C'est-à-dire que même une maladie aussi grave que ça peut être liée à des souffrances de la vie. Voilà comment. Est-ce que c'est clair comme ça? Oui, carrément, parce qu'en fait, comment on développe les choses, moi, là, je suis en train de voir, je visualise là un schéma mémoire, émotion, corps. Oui, mais oui. Ce que je n'ai pas dit à propos de la somatisation, c'est-à-dire, si j'ai une peur ou si j'ai un gros chagrin, ça ne reste, c'est pas de l'impalpable, c'est-à-dire mon corps, euh, il y a une réaction corporelle, il y a une circulation d'hormones, il y a Mhm. tout un circuit d'informations corporelles euh, qui est lié à cette souffrance. Mhm. Et donc, cette souffrance, elle impacte mon corps l'impactant, elle peut, je ne dis pas que c'est systématique, mais c'est ce qu'on appelle la somatisation, impactant mon corps, provoquant des dérèglements plus ou moins importants, elle peut entraîner une maladie. Mhm. Est-ce qu'on peut considérer donc la somatisation comme, je me lance dans une définition hasardeuse,
comme l'expression l'expression impactant d'un mal-être psychique. Non, Oui, quand on parle de somatisation, d'une souffrance. Comment? Oui. Plutôt, excusez-moi. Merci, merci. Quand on parle de somatisation, c'est ce qu'on dit. Et donc, ça veut dire, est-ce que, par exemple, le burn-out peut rentrer dedans, par exemple? Parce que le burn-out, ça ressemble aussi un peu à ça. Alors, je connais pas bien le burn-out. Je saurais pas trop vous en parler, mais le burn-out, c'est l'aboutissement d'une saturation, dans ce que j'ai compris, plus mentale, d'une charge de travail qui devient insupportable avec une pression et pas de soutien, quoi. Hein? Mais oui, d'une certaine manière, oui. C'est ça, ouais. Oui. Vous nous avez parlé au tout début des dates d'anniversaire. Oui. Alors, c'est quoi les dates d'anniversaire? Parce que moi, j'ai une date d'anniversaire, on en a tous, mais en quoi est-ce que ça rentre dans le cadre de ce qu'on échange Alors, quand vous faites l'arbre généalogique de votre famille, alors, je reprends parce que je ne devrais pas dire les choses comme ça. Quand vous faites l'arbre généalogique qu'on fait en psychogénéalogie, en réalité, ce n'est pas l'arbre généalogique de la famille, c'est l'arbre généalogique de la famille plus tout ce qui est important pour la famille. D'accord. Ça peut être le chien, ça peut être les chevaux, ça peut être les maisons, ça peut être les langues qu'on parle, ça peut être les amants ou les maîtresses des uns et des autres. Quand on fait le support du travail de psychogénéalogie, ça s'appelle un génosociogramme et ça contient tout ça. On peut aussi indiquer les professions, les déménagements, toutes ces choses qui sont importantes pour la vie de la famille. Ok. Mais quand on reste sur l'arbre généalogique, on voit souvent des répétitions de dates de naissance ou de mort, des correspondances de dates de naissance et de mort dans plusieurs générations. Et là, on peut voir qu'il y a une sorte de fil, une sorte de transmission de quelque chose. Alors, je vais revenir à mon prénom. Mon prénom, Barbara, oui, c'est le poème de Prévert. Bon, très bien, d'accord. Bon, et puis, il n'y a pas. Alors, le poème de Prévert, Barbara, tout le monde ne le connaît pas, c'est sur les bombardements de Brest pendant la guerre 39-45. Les bombardements de Brest ont été un événement considérable puisqu'ils signent la défaite de la France face à l'armée allemande. Ça a été, l'armée allemande a traversé la France à toute allure, en passant par la Belgique et par l'Est, est arrivée jusqu'à Brest et a bombardé Brest pendant que la flotte française et anglaise, d'ailleurs, essayait de s'échapper plus ou moins. Mais ça a été, on peut dire, le Mariupol enfin, je ne l'espère pas pour les Ukrainiens, mais quelque chose d'aussi dramatique et désastreux. Sauf que les bombardements de Brest ont signé la défaite de la France. Je pense que l'Ukraine sortira vainqueur de ce qui se passe. Bon, parenthèse. Mais avec beaucoup de douleur, mais je pense qu'elle s'en sortira. Et donc voilà. Donc ces bombardements de Brest, ça a été vraiment un truc très 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 terrible. Mes parents à l'époque étaient jeunes. Ma mère en 40, elle avait 12 ans et mon père avait 17 ans. Bien. Ça a quand même beaucoup marqué bien sûr les Français qui ne s'attendaient pas à ça. Bon. Les esprits, ouais. Donc voilà, alors je sais que le poème de Barbara, c'est les bombardements de Brest, c'est une phrase célèbre qui est « Quelle connerie la guerre », bien. Et dans ce poème, il y a Prévert qui voit une jeune femme qui s'appelle Barbara et qui se demande qu'est-elle devenue. Il y a quelques années, je prépare une conférence sur la psychogénéalogie et je me dis, tiens, je vais aller voir, puisque cette histoire de poème de Prévert, je vais aller voir de quoi il retourne pour les bombardements de Brest. Wikipédia, Blum, bombardement de Brest, et là,
je suis restée sidérée devant mon ordinateur, vraiment sidérée. Pourquoi? Ah, Je lis la première phrase, c'est le 19 juin 1940, les Allemands ont bombardé Brest. Et moi, je suis née le 19 juin 1950. Voilà, voilà ce qu'est une date anniversaire en psychogénéalogie. Donc, je m'appelle Barbara, le poème de Prévert, 19 juin 1940, 19 juin 1950. C'est quand même un drôle de truc. d'accord. Et c'est des phénomènes comme ça qu'on Hmm. repère en psychogénéalogie. Alors, pas uniquement, hein, et je ne suis pas la seule à m'être trouvée confrontée à des histoires de dates historiques, entre guillemets, qui étaient aussi la date anniversaire de naissance. Voilà. On trouve aussi très fréquemment un enfant qui naît à la date, par exemple, de mort ou de naissance de son grand-père ou de son arrière-grand-père. Hmm. Et là, on peut penser que ce personnage était important dans la famille et qu'il a plus important que les autres, ou en tout cas qu'il a laissé une trace euh, plus importante, positive ou négative. Hein. Voilà. Donc, quand on fait la psychogénéalogie, les dates de naissance ont du sens, en tout cas, peuvent avoir du sens. D'accord. Donc là, les dates d'anniversaire, c'est par rapport aux dates donc de naissance. Vous dites aussi aux dates de mort. Oui, Est-ce que ça peut être aussi par rapport à des accidents que l'on vit, à des, complètement, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Des opérations, oui, des maladies, des choses comme ça qui nous tombent dessus du jour au lendemain. Et en fait, il s'avère que c'est peut-être une date qui fait écho à un événement dans notre famille. voilà. Tout à l'heure, vous me demandiez ce que c'est la somatisation. Je vais prendre encore un exemple personnel. Euh, quand j'étais jeune, j'ai été opérée d'un truc un peu grave, un peu avant le 14 juillet. Et Hmm. en allant à l'hôpital, je regardais les affiches du 14 juillet, du bal du 14 juillet, et je me disais, je ne sais pas si je serai vivante encore, je ne sais pas. Ou si je suis vivante, je ne sais pas dans quel état je serai. Bon, Ah oui. voilà. Et mais après, voilà, je suis sortie très bien de cette histoire. Et puis, il y a eu un moment où j'ai fait des grosses crises d'angoisse, des énormes, mais des crises d'angoisse à rester couché, la couverture, enfin. Et puis, ça s'est reproduit. Et puis, un jour, je me suis dit, mais c'est le 14 juillet. C'est le 14 juillet. Et après, je me suis dit, ah oui, mais le 14 juillet, voilà, tu regardais, en tout cas, ça t'a marqué parce que tu te demandais si le 14 juillet, tu serais encore en vie. Hmm. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais intégré, sans le savoir, cette date du 14 juillet comme une date de mort possible pour moi. Et Ah, donc, ça provoquait des crises d'angoisse énormes. Et j'ai mis quand même, et après m'être rendu compte de ça, j'ai mis, je pense, 2-3 ans à pouvoir faire disparaître les crises d'angoisse. C'est-à-dire qu'au début, l'angoisse revenait et j'ai pu me dire, ah mais oui, mais c'est normal que tu sois angoissée parce que voilà le 14 juillet qui arrive. hmm. Vous voyez, c'est ça la somatisation. Je faisais des crises d'angoisse énormes, énormes. Sans forcément Avec, savoir pourquoi, sans forcément qu'il voilà, y ait d'événements voilà, qui soient voilà, arrivés là ces derniers temps. voilà, voilà. C'est la somatisation sur une date anniversaire. Ah oui. Mais du coup, c'est comme aussi, ça fait penser beaucoup à l'histoire du symbole finalement. C'est une date qui symbolise. Oui, je ne l'ai pas vu comme ça, mais euh, alors, ça me renvoie à quelque chose d'autre. C'est que notre corps a une mémoire. Moi, je m'en suis rendu compte avec une amie qui fait ce qu'on appelle de la microkiné. D'accord? La microkiné, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire, ça demande à ceux qui. Alors maintenant, la microkiné,
est interdite pour les kinés. Les kinésithérapeutes n'ont plus le droit de faire de micro-kiné, sinon ils sont sortis, le Conseil de l'ordre les Ah ouais? condamne. Mais avant, donc, cet ami, parce que ça suppose quand même un toucher, une qualité de toucher à travers les vêtements, hein, mais néanmoins de sensation des vibrations et des contractions du corps extraordinaires. Donc voilà, elle me patouille, elle me fait la séance de micro-kiné, enfin on fait la séance, et tout d'un coup elle me dit, oh, je sais pas, là, elle me dit, je comprends pas, c'est une histoire de place, tu dois avoir 10 ou 11 ans, et c'est une histoire de place, je comprends pas ce que c'est. Et moi, je lui dis tout de suite, je lui dis, c'est le déménagement. Ah. Alors, le déménagement, on habitait en Vendée, dans un village perdu de Vendée, et quand j'ai eu 11 ans, mes parents nous ont transplantés de Vendée à Chartres. Mais vraiment transplantés, ils nous ont pris, ils nous ont posés ailleurs et tout coupé. On n'a plus jamais revu nos copains, nos copines, ça a été terminé, on n'est plus jamais retrouvés. Et on s'est retrouvés d'une enfance, en tout cas moi, mes sœurs aussi bien sûr, d'une enfance de campagne où on galopait partout, on avait des copains, on courait dans le village, on faisait du vélo ensemble, enfin, un truc de liberté et de joie. Transplanté à Chartres, où on s'est retrouvé dans une ville dans laquelle on n'avait plus le droit de faire de vélo, on connaissait personne, etc., etc. Et le déménagement, pour chacune d'entre nous, ça a été quelque chose d'extrêmement fort. Et tellement fort que 60 ans après, un peu moins, une kiné peut me dire, ah mais attends, à 11 ans, là, aux environs de 11 ans, il y a eu un problème de place pour toi. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que mon corps avait gardé la trace de ce traumatisme En mémoire. en mémoire. Mais ça va vraiment très loin, alors, la mémoire corporelle. Mais ça va très très loin, oui. Alors, ça va très loin, vous m'ouvrez une grande porte là, puisque ça se transmet, la mémoire corporelle peut se transmettre sur plusieurs générations. Ah, Je reprends. Quand on subit un traumatisme, le traumatisme, il atteint des cellules par l'intermédiaire des hormones, des influx nerveux. Le traumatisme atteint des cellules corporelles. Le traumatisme peut avoir pour effet d'atteindre des cellules corporelles. C'est la somatisation. Voilà. J'ai un choc, mon corps, il subit et il réagit et je suis peut-être malade. Mais donc, je peux avoir des palpitations cardiaques, éventuellement un cancer, je ne sais pas quoi. Mais ce qui peut se produire aussi, c'est que le choc atteigne ce qu'on appelle les cellules germinales, c'est-à-dire soit les spermatozoïdes, soit les ovules. C'est-à-dire que le choc est en quelque sorte enregistré par le spermato ou par l'ovule, et il peut, il faut vraiment que j'insiste sur le peut, c'est pas systématique du tout, mais il peut en quelque sorte éteindre ou abaisser la capacité d'un gène à effectuer son travail, si je peux dire. Et c'est-à-dire que un traumatisme peut avoir pour conséquence de transmettre une fragilité aux descendants. Ah. Alors, il y a des exemples très très précis qui sont des exemples statistiques, parce que
on est obligé de faire des stats là. Si on le suit personnellement, ça n'aurait pas de sens. Des événements très graves. Par exemple, en 44, je crois, je me souviens plus très bien de la date. Je crois que c'est en 44. Les Allemands ont affamé exprès une partie de la population de Hollande, mais affamé. Aujourd'hui, les enfants et les petits-enfants de ces gens qui ont été affamés ont de grandes chances d'être obèses. Ah. Comme si, alors, quelque chose a été transmis concernant l'alimentation. Vous voyez? Et c'est pas parce que les parents ou les grands-parents bourrent ces enfants. Ils sont obèses comme si leur corps réagissait au risque d'un manque alimentaire. Et ça passe, il y a des études épidémiologiques qui ont été faites, des analyses, et ça passe par une transmission génétique. Alors, plus précisément, ça passe par une transmission qu'on appelle aujourd'hui épigénétique. Alors, parce que ce qui est extraordinaire, là encore, c'est que je suis affamée. Je transmets un gène de fragilité concernant l'alimentation et mon enfant est obèse. C'est l'enfant, c'est de l'acquis, c'est de l'inné. Pour lui, c'est un phénomène inné. Il naît avec ça, c'est de l'inné. Mais cet inné peut être transformé. C'est-à-dire, si l'enfant bénéficie d'un environnement soutenant et favorable et qui tient compte de cette fragilité, il peut être guéri. C'est extraordinaire. Alors là, il y a des expérimentations qui ont été faites avec des souris et des rats de laboratoire, qu'on stresse, on stresse les enfants, on les prive de nourriture, les enfants, les souriceaux, les ratons, parce que heureusement, on ne s'autorise pas ça sur les hommes, en tout cas officiellement. J'espère qu'on ne le fait pas. Mais on voit que des souriceaux, des ratons auxquels, quand on a fait subir des stress ou des privations à leurs parents et que eux en portent la trace, on voit qu'on peut les guérir avec un environnement guérisseur. Ça, c'est-à-dire, ils ont un inné qui peut être transformé. D'accord. Donc là, les souriceaux, ils exprimaient plus de stress que d'autres souris. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire ça passe par le biais de la production de cortisol. Oui. Voilà, qui est l'hormone du stress. Mais on voit, enfin, les Israéliens observaient la même chose pour les traumatismes de guerre. Ils ont observé que les soldats dont les parents, en tout cas, c'est statistique, mais les soldats dont les parents ou les grands-parents avaient connu la Shoah, d'une manière ou d'une autre, étaient plus facilement atteints par des traumatismes de guerre que ceux dont les parents étaient nés en Israël ou aux États-Unis et donc n'avaient pas connu la Shoah. C'est-à-dire que là, il y a effectivement un stress absolument énorme pour tous ceux qui ont connu la Shoah, et ils ont transmis une fragilité dans la production de cette hormone qui est le cortisol et qui est l'hormone du stress. Enfin, l'hormone qui apaise le stress. Pas exactement, mais qui réagit au stress et qui et le régule, en fait. Voilà, merci. Merci. Ah oui, d'accord. Donc en fait, donc si nos aïeux ont vécu une situation super stressante et vraiment difficile à vivre,
ça peut, en fait, le résultat de cette Voilà, situation-là, le résultat corporel, oui, peut nous être transmis à nous à voilà, travers les gènes. Et ça, c'est la voilà, mémoire corporelle. voilà. Cool. Ah ouais, Tu vois? d'accord. Mais donc, en fait, ce qui est inné, est finalement, ça veut quand même dire que parfois, on évolue avec des choses qui ne nous appartiennent pas Exactement. émotionnellement. Voilà. Et c'est ça l'intérêt de la psychogénéalogie. Hmm. Parce que quand vous repérez ça, quand vous repérez que telle ou telle angoisse ou réaction, d'accord, c'est vous qui l'exprimez, mais en fait, c'est lié à quelque chose qui est arrivé 50 ans auparavant ou 100 ans auparavant, en tout cas qui n'est pas de votre histoire, Bah oui, ça vous permet de vous en libérer aussi. bien Hein. sûr, Dites, je le vis, mais ça n'est pas mon histoire, je peux le laisser de côté. bien sûr. Quand est-ce que, imaginons, moi, je suis une personne lambda, je n'ai même pas besoin de l'imaginer parce que c'est vrai sur ce coup-là. Nous sommes Donc, tous des lambda. voilà, exactement. Mais imaginons, je me prends comme exemple, voilà, je ressens des émotions des fois qui me dépassent. Je suis hyper émotif et pourtant tout va bien dans ma vie de manière générale. J'ai pas trop de quoi me plaindre. Quand est-ce qu'il faut que je me dise, ah, là, peut-être que j'aurais besoin d'aller voir du côté de la psychogénéalogie? Qu'est-ce qui peut me faire comme indice pour me dire, ouais, c'est pas juste un psychologue qu'il me faut, c'est pas juste un coach, c'est pas juste un thérapeute. Il faut que j'aille voir du côté de peut-être de ma relation familiale et de mon histoire. Alors, moi personnellement, j'ai du mal à imaginer que, on ne fasse pas ça de manière, systématique. D'accord. Mais c'est ma position, c'est parce que si je suis en souffrance, c'est forcément, le résultat d'un certain nombre de causes. Alors, c'est vrai que c'est difficile de savoir ce qui appartient à ma vie propre, à mon expérience Hmm. propre et ce qui appartient à à une sorte d'héritage transgénérationnel. Je dis, pour répondre à votre question, je dirais c'est peut-être quand vraiment on se dit mais c'est pas mon histoire quoi. Je ne comprends pas ça. Je ne fais pas de lien avec ma vie. Hmm. Donc là, on peut chercher, on peut essayer de remonter, de comprendre. Mais, Ouais. mais en fait, nous sommes tous, je dirais même les enfants adoptés, nous sommes tous dans des lignées et on peut, enfin, pour moi, on peut pas nier que ça soit une partie de notre héritage non conscient. Ce que vous proposez finalement, c'est que dans le cadre, lorsqu'on essaye de se connaître et de savoir pourquoi est-ce qu'on réagit comme ci ou comme ça, c'est vrai que d'après ce que vous dites, ça paraît propice de faire ce genre d'analyse-là pour au moins ne serait-ce que en être sûr. Oui, Bah, parce que sinon, en fait, on peut se battre contre des moulins à vent, en fait, finalement. complètement. Après, c'est aussi aux psychogénéalogistes ou psychologues je veux dire, ce sont ses compétences, hein, d'éviter que les gens se battent contre des moulins à vent et de les mettre en face des vrais problèmes, de leurs difficultés et de les accompagner à comprendre et à exprimer les émotions qui y sont liées. Hmm. Vous avez parlé d'enfants adoptés. Oui. Au niveau des enfants, alors, dans votre livre, j'ai pu voir, vous parliez aussi de l'enfant de remplacement ou de substitution. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est l'enfant de remplacement ou de substitution? Alors, l'enfant de remplacement, c'est un enfant qui naît très rapidement après la mort d'un enfant enfin, dans une famille. D'accord. Euh, L'exemple, enfin pour moi, l'exemple le plus fou, c'est celui de Van Gogh. Alors, mais quand vous faites des arbres généalogiques, sans même faire de psychogénéalogie, ça arrive souvent de voir que dans une famille, vous avez un enfant, mettons, qui naît le 1er octobre,
Et 1 an après, vous avez un enfant qui naît le 1er octobre. Et entre-temps, le premier est mort. D'accord. C'est-à-dire, c'est ça l'enfant de remplacement, c'est l'enfant qui remplace un enfant mort. Le problème de l'enfant de remplacement, c'est que tout à l'heure vous posiez la question de qu'est-ce que les parents attendent d'un enfant. Alors là, il y a malheureusement souvent les parents attendent que cet enfant vivant ait toutes les qualités supposées de l'enfant mort. Ah, Supposé, puisque comme il est mort, ah oui, c'est un ange. Donc il était parfait. idéalisé. Voilà. Donc l'enfant de remplacement, il a ce boulot énorme de devoir être quelqu'un qu'il n'est pas lui, qui est supposé être extraordinaire et, et apaiser le chagrin de ses parents. Hmm. Donc ouais, finalement, il a le rôle de jouer le rôle d'un autre. En quelque sorte, oui. Oui, oui. Pas facile. Et en plus, en sachant que derrière, cet enfant-là qui était idéalisé, au final, aurait fini par ne plus l'être, en tout cas l'être bien moins, vu qu'il serait devenu normal, ça aurait été un Oui, enfant tout simplement, et que donc il n'aurait pas eu toutes les qualités. Les parents auraient pu s'en rendre compte avec le temps, mais vu qu'il n'a pas pu grandir, et ben voilà, il est resté voilà. parfait. Oui, oui, c'est ça. C'est beau. Vous parlez aussi de l'habitus. Alors, l'habitus, ça un concept, c'est un concept un peu compliqué. L'habitus, c'est le fait que on adopte des comportements, des attitudes corporelles, des manières de parler qui sont liées à notre environnement, qui sont ceux de notre environnement social. Alors en France, c'est un peu moins flagrant, mais je crois qu'en Angleterre, on distingue bien les gens qui sont de telle catégorie sociale, qui ont fait des études dans tel collège, UP, qui parlent, qui ont un certain accent, une certaine manière de parler l'anglais, d'autres catégories sociales qui ont d'autres manières de se tenir, de se mouvoir, de manger et de parler. C'est Hmm. ça l'habitus. C'est cette espèce d'incorporation totalement inconsciente des modèles de comportement physiques et sociaux du monde dans lequel on évolue. Mais ça commence alors dès qu'on est jeune. Oui, moi je dirais que commence, ça commence à la naissance, oui. À la Oui, oui. naissance. Parce que déjà regardez, les bébés sont emmaillotés, pas emmaillotés, portés dans le dos, pas portés dans le dos, portés dans des landaux, etc., etc. Déjà tout ça, ça induit une manière de se tenir. Hmm. Ça induit une manière d'être en contact avec le corps. Quand le bébé est sur le dos de la maman, il est en contact avec le corps. Quand il est dans son landau poussé, il n'est pas du tout en contact. Vous voyez? Donc il y a déjà nourrisson. Il y a le comportement des parents induit et fait entrer corporellement des comportements qui seront considérés comme tout à fait normaux par les enfants quand ils seront devenus adultes. Ouais, ça fait un peu partie de leur héritage, en fait. Oui, 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 oui. Donc, au final, on hérite de beaucoup de choses. On hérite des traumas, des héritages, et parfois même des attentes et des rôles qui ne nous appartiennent pas. Absolument. C'est ce qui est énorme. Oui, oui, oui. On se croit libre et autonome, mais on l'est beaucoup moins qu'on ne le croit. Hmm. Ah, vous avez parlé aussi dans votre livre, il me semble, du syndrome du savant. Ah oui, alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, le syndrome du savant, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît? Alors, le syndrome du savant, alors ça, c'est quelque chose qui généralement se produit accidentellement. Ah, C'est le gars qui plonge dans une piscine et il n'y avait pas d'eau. Et il a un ah, traumatisme crânien
Alors j'ai oublié les noms, mais je raconte ça et c'est vérifié. Hein, par exemple, ça c'est une histoire vraie. Il plonge dans une piscine. C'était on va dire ce que vous appelez un lambda. Vous, moi, on n'a pas de, comment dire, de don particulier. Voilà, on est dans une bonne moyenne, on va dire. On est déjà nous, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc voilà, donc il plonge dans la piscine, il reste dans le coma 3 jours, et il se réveille, il va chez un copain, le copain est musicien, et il se met devant le piano et il joue au piano, il joue du piano, il sait jouer du piano. Puis il se rend compte qu'il sait jouer du trombone, et puis il sait jouer de. Voilà. Le syndrome du savant, il appartient, ou en tout cas il se manifeste, voilà, chez des personnes qui n'ont pas été formées à une science ou à un art et qui d'un seul coup se révèlent des génies ou en tout cas révèlent qu'ils connaissent ces choses-là. Voilà, c'est quelque chose de stupéfiant. Et c'est suite à un traumatisme? C'est souvent, pas nécessairement, mais c'est assez fréquent que ce soit suite à un traumatisme. En tout cas, attendez, j'ai oublié le film avec Dustin Hoffman. Et il y a Dustin Hoffman a tourné un film et je crois que c'est son frère qui est à la fois un débile. Oui, et il est surdoué, ouais. Voilà. Ouais. À la fois, il ne sait pas se débrouiller dans la vie courante et il est surdoué. Et le syndrome du savant, c'est pas pour tous, hein, mais pour la majeure partie, c'est ça, c'est-à-dire une sorte d'incompétence sur des choses qui nous semblent évidentes et une extraordinaire compétence sur des problèmes extrêmement difficiles, aussi bien musicaux qu'architecturaux. Mathématiques, Oui. à l'autisme un peu, c'est un peu une sorte de autisme finalement. En tout cas, certains autistes peuvent développer ce syndrome du savant. Oui. Mais cette histoire du gars qui a plongé dans la piscine, s'il n'était pas autiste, il n'a jamais été autiste. Oui, bien sûr. Mais simplement, on ne sait pas ce qui se produit. Hein. Mais ça peut-être aussi. Ça a déclenché quelque chose. On a tous des compétences exceptionnelles, mais qu'on ne sait pas les développer. J'en sais rien. Bien sûr. Mais c'est le principe de ce constat affligeant qui dit que nous n'utilisons qu'à peine 5% de notre cerveau. Voilà, oui. Et du coup, il y a 95% qui sont là, sont disponibles à portée de main. Et qu'est-ce qui nous arriverait si jamais on pouvait utiliser le reste, en fait? Mais du coup, ce syndrome du savant et ces talents que finalement ces personnes-là développent, est-ce qu'elles sont dues à est-ce qu'il y a un héritage? Est-ce que dans leur famille? Pas. Justement, non, dans le syndrome du savant, ça a l'air d'être. Non, il semble pas qu'il y ait d'héritage. Ah oui, donc il n'y a même pas en fait d'héritage, rien du tout. C'est lui qui c'est comme une sorte d'explosion, un truc qui sort, on ne sait pas d'où. D'explosion de connaissances par rapport à ça. Oui, de connaissances, de dons, d'explosion de dons. Et de connaissances, c'est ça qui est étrange, c'est que souvent ils connaissent sans avoir appris. C'est plus qu'une appétence, quoi. Ah oui. Ils savent jouer sans avoir appris. Voilà. J'aimerais bien finalement. J'aimerais bien avoir ça. Sans passer par la piscine. Hein. Sans passer par la piscine. La case piscine, on enlève et directement, si vous pouvez savoir jouer, ce serait bien. En termes de statut qui est un peu particulier justement et de situation qui est particulière, vous parlez aussi de la chimère. Oui. Donc l'exemple de la chimère. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est déjà Alors, ce qu'on appelait au XIXe siècle une chimère, c'était les femmes qui avaient des enfants en dehors des liens sacrés du mariage.
Ah, Les pauvres malheureuses, c'était terrible. C'était terrible. C'est-à-dire, surtout le père ne subissaient aucun rejet, mais elles et leurs enfants subissaient un rejet social. Hein. ok. Oui, alors dans mon livre, je parle de, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, ce que j'appelle le crime des filles mères, parce que je dirais, les malheureuses étaient traitées comme des criminels. Hein. Euh, voilà. Mais pour certaines, alors on va revenir à la somatisation. Bien sûr. J'ai l'exemple d'une amie qui est un exemple vraiment tout à fait stupéfiant. Euh, un jour comme ça, elle dit, ah ça y est, j'ai encore des palpitations cardiaques, mon médecin me soigne, etc., etc. Je dis bon. Elle dit oui, ben, j'ai des palpitations cardiaques à 44 ans, comme ma mère, comme ma mère. Ah ben, je dis comme ta mère à 44 ans. Alors moi, c'est toujours mes réactions. Je dis mais est-ce qu'il dans ta famille, il s'est passé quelque chose comme ta grand-mère avait 44 ans ou ton grand-père avait 44 ans, ou bien en 1944? Ah, Elle me dit, elle dit ben oui, en 1944. 1944, ma grand-mère était enceinte d'un Allemand. L'Allemand a disparu dans la tourmente de la libération et elle s'est retrouvée au moment de la libération, entre guillemets, fille-mère d'un enfant d'Allemand. eh C'était oui. quand même une situation particulièrement difficile et stressante. On peut imaginer que cette jeune femme était effectivement très, très stressée. Et, et pour moi, c'est là qu'on revient à la somatisation et transmission, hein, eh bien, cette date de 44 est restée inscrite dans la mémoire euh, à 44 ans. Cet enfant qui est né en 1944 déploie des problèmes cardiaques et sa propre fille, à 44 ans, a aussi des problèmes cardiaques. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, donc là, on est dans le rebelote, là. On est exactement. Hein. Ça, c'est le truc qui Voilà, s'arrête plus. Et comment voilà. faire justement, bah, lorsqu'on a une répétition comme ça, une sorte de d'héritage traumatique, comment est-ce qu'on fait pour l'arrêter? Mais généralement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quand on se rend compte que, mes palpitations cardiaques, 44 ans, c'est l'histoire de ma grand-mère, en fait, et c'est l'histoire de ma mère, mais c'est pas mon histoire. Hmm. Quand on prend conscience de ça, et quand on prend en même temps conscience que, ah oui, ma grand-mère, à 20 ans, c'était la libération. Cet Allemand qu'elle aime disparaît. Elle se retrouve confrontée à l'opprobre social d'être une fille-mère, plus fille-mère d'un enfant d'un Allemand. Là, on se dit, oui, on comprend que cette grand-mère ait pu être tellement stressée, tellement le cœur qui bat, tellement euh, sans doute épouvantée par les Hmm. perspectives sociales. Donc, quand on comprend l'ensemble de la situation et en quelque sorte, on remet le problème cardiaque à la grand-mère, Ouais. euh, on peut s'en guérir. Hmm. Ah oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est pas moi, c'est ma grand-mère. Hmm. C'est remettre à sa place, en fait, le Voilà, problème. voilà. Rendre, Rendre à parce qu'on César. comprend, voilà, parce qu'on comprend, on comprend. Mais du coup, là, on parle de somatisation transgénérationnelle. Ben écoutez, c'est un terme que vous proposez et qui me semble très juste. Moi, je l'ai pas utilisé, mais oui, oui, On valide alors. On valide. oui, on valide. Oui, Ouais, en fait, il s'agit de se rendre compte en fait qu'il ne nous appartient pas pour après, ben, tout simplement en fait s'en détacher voilà, et, et plus on va
prendre conscience qu'il n'est pas à nous, et plus finalement, bah, il va disparaître petit à petit de nous, quoi. C'est fou ça Oui. aussi. C'est fou finalement parce que cette prise de conscience-là, finalement, parce qu'on a des palpitations, donc là, c'est corporel. La prise de conscience qu'il n'est pas à nous, donc ça, c'est par rapport à la mémoire, et ça va faire disparaître, en fait, et ben, le côté aussi émotionnel, donc tout le stress qui est en rapport avec ça. Il y a vraiment ce triangle un peu Voilà, oui. qu'il faut vraiment prendre en compte. Mm. Vous parlez aussi de la notion de mémoire hantée. Est-ce qu'on est dedans là ou pas? On est dans une mémoire hantée, c'est-à-dire une mémoire. Non, je ne sais plus à quel moment je parle de la mémoire hantée. On En tout parlait cas, de la post c'est pas exact. mémoire. C'est pas. Alors, la post-mémoire, c'est quelque chose de. C'est un concept très particulier. Ah, C'est quelqu'un qui s'appelle Marianne Hirsch, qui est descendante de. Je crois, je ne sais plus si elle est la fille ou petite fille de rescapés de la Shoah. mm, Et ce qu'elle dit, c'est que sa génération vit avec le souvenir de la Shoah comme si elle l'avait vécu. C'est ça la post-mémoire. C'est-à-dire, c'est une mm, mémoire d'événements que je n'ai pas vécus, mais qui ont tellement impacté mes parents qu'en quelque sorte, ils me l'ont. C'est comme si j'avais vécu. J'en ai une telle représentation mm, et une telle, comment dire, sensation, émotion, que c'est comme si j'avais vécu. C'est-à-dire que moi qui n'ai pas vécu la Shoah, j'ai le souvenir de la Shoah. mm. Voilà, c'est ce que dit Marianne Hirsch. Alors, comme je dis je, ce n'est pas mon cas, mais c'est ce que dit Marianne Hirsch à propos d'un certain nombre d'enfants et de petits-enfants de rescapés de la Shoah. Mm. C'est ça la post-mémoire. La mémoire hantée, je ne sais plus, enfin, ça ne me dit rien comme ça, mais si on en parle, je pense que c'est plutôt au niveau individuel, c'est-à-dire il m'est arrivé quelque chose de grave et j'en suis profondément marqué, c'est-à-dire que ma vie, Tu vas me suivre. voilà, c'est comme s'il y avait une ombre, une couleur différente sur ma vie et que je sois marqué de cet événement. Mm. Ça me hante, en fait, vous voyez. Ouais, c'est vraiment ce qui arrive dans les gens qui ont vécu un traumatisme. On dit Voilà, toujours voilà, qu'il y a eu un avant et il y a un après, quoi. oui, Ils sont plus les mêmes. voilà, Mais pour revenir à la post-mémoire, donc en fait, il oui, s'agit d'une transmission qui nous donne l'impression de l'avoir vécu oui, et d'y avoir été, en fait. Hein. ben, pratiquement, Ouais. pratiquement. C'est-à-dire, Ouais. on vit avec ça. Mais du coup, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Parce que d'un côté, il y a un devoir de mémoire. Et Ah d'un oui, autre mais côté, si ça crée une sorte de post-mémoire archi stressante et difficile à vivre, dont on ne se défait pas, ça craint. mais le devoir de mémoire, c'est, j'ai envie de dire, c'est l'expression du respect que l'on doit à des morts. Hmm. Euh, la poste, c'est-à-dire, c'est le devoir de mémoire n'est pas forcément lié au fait que moi j'ai la mémoire de l'événement. Alors j'en ai une mémoire intellectuelle, par exemple. C'est ça. Moi, Barbara, j'ai une mémoire intellectuelle de la Shoah, mais je n'ai pas la post-mémoire de la Shoah. Donc je peux avoir un devoir de mémoire par rapport aux victimes de la Shoah,
mais je n'ai pas de post-mémoire. Et je reprends Marianne Hirsch, puisque c'est elle qui a créé ce concept. Elle peut avoir les deux. La post-mémoire, elle le dit, et la post-mémoire s'accompagne, je dirais, nécessairement d'un devoir de mémoire qui n'est même pas un devoir, qui est une évidence de mémoire. Oui. Oui, qui devient une évidence parce que finalement, on a l'impression de faire partie des acteurs. Voilà. De l'événement, ouais, c'est ça. Voilà. Merci à vous, Barbara, c'était vraiment super. Eh ben, c'est gentil. Moi, j'ai beaucoup aimé notre entretien. Ouais, ouais, honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. C'est vraiment un sujet qui est super intéressant, je trouve, le transgénérationnel. Je pense que ça va aussi beaucoup intéresser les personnes qui nous écouteront parce que on se pose tous des questions et parfois, la science telle qu'on la connaît, la grande science qui s'appuie uniquement sur l'individu, je dirais, n'a pas forcément les réponses. Et parfois, il ne faut pas hésiter à aller voir dans son environnement. Et il y a quelque chose qui est très proche de notre environnement, c'est notre famille, son histoire, on en fait partie aussi. Donc, merci à vous, vraiment. Merci de m'avoir permis de discuter avec vous aussi. C'est vraiment un plaisir.